Karine Lacombe, bonjour. Bonjour Monsieur Bourdin. Merci d'être avec nous. Infectiologue, chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Parlons du Covid, même si le Covid prend moins de place dans les médias. Mais il est bon de faire le point à la fois sur l'épidémie et faire le point sur la vaccination. Est-ce que la situation sanitaire s'améliore plus vite que vous ne le pensiez? Franchement. Non, franchement, non. La situation s'améliore, heureusement, puisqu'il y a quand même eu des mesures de freinage qui ont été mises en place ces dernières semaines. On ne peut pas, malgré tout, dire que pour l'instant, la situation sanitaire est vraiment très bonne, puisqu'on a encore beaucoup de personnes hospitalisées. Beaucoup de personnes hospitalisées en réanimation, et des services de réanimation, exactement, qui sont encore en tension. Donc on est bien au-dessus de la capacité de réanimation dévolue au Covid, parce qu'il faut savoir, on en a beaucoup parlé ces derniers temps, qu'à côté des personnes Covid en réanimation, il y a tout le reste, et le reste, eh bien, c'est beaucoup de personnes non Covid qui doivent bénéficier de soins en réanimation. Les services, les hôpitaux en France sont encore pas mal sous tension, mais il faut malgré tout voir quelques signes positifs. On voit que l'incidence, petit à petit, est en train de diminuer. Le nombre de nouveaux cas, effectivement, est en train de diminuer sous la pression des mesures de freinage qui ont été mises en place il y a quelques semaines. Vous disiez, il y a peu, l'été peut devenir un cauchemar. Alors l'été, effectivement, peut devenir un cauchemar. Vous dites toujours la même chose ce matin. Ah bah tout à fait. Les choses n'ont pas changé depuis quelques jours. On sait, on a pu modéliser ce qui risque de se passer en fonction de différents paramètres, que ce soit par exemple l'incidence, donc l'incidence des nouveaux cas, mais également l'intensité de la vaccination. Et on voit bien que la grosse variable d'ajustement dans cette équation qui va nous permettre de passer un bon été ou pas, ça va être la vaccination, et puis ça va être bien sûr les comportements individuels de chacun, respect des gestes barrières, etc. Alors j'allais y venir. Est-ce que vous ne sentez pas une forme de relâchement? Est-ce que vous ne sentez pas que les Français qui ont tellement envie de revivre normalement, que les Français finalement commencent un peu à oublier le danger de cette épidémie? Franchement, vous n'avez pas cette sensation-là? Les personnes qui sont les plus, dont on sent qu'elles commencent à relâcher les mesures barrières, ce sont pas mal celles qui sont vaccinées. Et en fait, il y a un phénomène très intéressant que l'on commence à mesurer, c'est ce soulagement extrême des personnes qui ont accès à la vaccination et qui sont protégées par la vaccination. Évidemment, parmi les plus jeunes d'entre nous, on voit que le besoin de revivre une vie normale, l'accès à la culture, l'accès au plaisir de la vie de tous les jours, les terrasses, les restaurants, se fait de plus en plus sentir. Et il y a un appel très fort, il y a un appel d'air très fort, effectivement, pour que le 19 mai, on ait déjà les prémices de ce que pourrait être l'été. Vivons avec le virus. C'est un peu le slogan d'Emmanuel Macron. Il fait un pari. Est-ce qu'il fait un pari? Oui, absolument. À la fois sanitaire et politique. Tout à fait. Depuis le mois de janvier, on sait que les prises de décision ne sont plus des prises de décision basées sur le scientifique, sur le fait scientifique, sur la situation sanitaire, mais des prises de décision qui sont politiques. Alors effectivement, même si on se défend de dire que c'est un pari, puisque dans ce pari, c'est une équation à beaucoup d'inconnus et avec des variables qui sont différentes dans le temps. Vaccination, le taux d'incidence. Pourquoi, par exemple, a-t-on choisi un taux d'incidence de 400? Qui est très élevé. Oui, c'est un chiffre 1 qui est très élevé. Et on a choisi ce seuil-là parce qu'on était sûr que le 19 mai, on serait en dessous. Donc, on sera en dessous le 19 mai. On est déjà en dessous, en fait. On est déjà en dessous, dans tous les départements français. Donc, effectivement, c'était pas prendre un grand risque que de mettre une barre aussi haute. Alors, j'ai une question corollaire et franche. Est-ce que le calendrier de déconfinement est bon? Pour vous, à vos yeux? Non, moi je pense que le calendrier de déconfinement est très optimiste. Il va falloir voir où on en est, la situation du 19 mai. Alors attention, il y avait aussi une espèce de clause dans ce contrat qui était la régionalisation des mesures. Est-ce que ça va être tenable? Est-ce que ça va être tenable de dire à Bordeaux on rouvre tout et puis à Paris on garde les choses ouvertes? On voit bien que non, ça va être très compliqué. Malgré tout, il va vraiment falloir garder en tête cette régionalisation et l'adaptation des mesures en fonction de la situation dans chaque région, parce que on peut pas prendre le risque d'être débordé dans une région tandis qu'une autre région ouvre ses bars et ses restaurants. Professeur Karine Lacombe.
Les variants, on parle beaucoup des variants. Le variant indien, finalement, le variant indien est peu présent pour l'instant. Hein, peu présent. Normal. Peu présent, c'est normal, oui. Dans toutes les dynamiques d'une épidémie ou de l'émergence d'un nouvel agent infectieux, les premiers temps, le variant est très peu présent. Si on reprend l'exemple de ce fameux variant anglais, il a émergé en septembre. On l'a détecté sur le territoire français très tard en fin d'année. Et très rapidement, il est devenu le variant majoritaire Mais est-il dans la très population. dangereux, ce variant indien? Certains Pour disent l'instant, pas certainement. on n'en est pas encore sûr. On sait en revanche, par exemple, que le variant sud-africain, le variant brésilien et également ce variant anglais qui est devenu prédominant en France sont des variants qui entraînent une plus grande infection et une plus grande pathogénicité, c'est-à-dire qu'ils entraînent des formes plus graves de maladie. Pour le variant indien, on est au début de sa découverte. On n'a pas encore de données cliniques assez fortes pour dire oui, il entraîne plus de formes graves. La situation en Inde est difficilement transposable à la situation en Europe parce que le système de soins n'est pas le même. Les mesures, enfin, il n'y avait pas de mesures de freinage. Il y a eu un énorme appel d'air pour la contamination avec les rassemblements politiques, les rassemblements religieux. Et beaucoup d'Indiens ont des facteurs de risque qui peuvent les prédisposer à des formes graves. Alors justement, tiens, j'ai plein de questions, Karine Lacombe. On a le temps ? La première, on a le temps, hein, je me dépêche, allez. Les États-Unis favorables à la levée des protections de propriété individuelle pour les vaccins contre le Covid-19. Vous êtes favorable ? Alors oui, absolument. Ça fait plusieurs mois que... avec de nombreux scientifiques, on le dit. Il faut que la France lève les brevets. Il faut que la France. Alors, il faut que la France. Alors, la France n'a pas de brevet. On n'a pas de brevet, oui, mais que la France. En revanche, soit moteur. Monte dans le train, quoi, en quelque sorte. Absolument, soit moteur. Alors, la France a déjà été moteur dans la construction d'un programme avec l'OMS de poules de vaccins à distribuer dans les pays en développement, donc dans les pays du Sud en particulier. Donc oui, c'est extrêmement important de lever ces brevets sur les vaccins de façon à ce que ces vaccins puissent être fabriqués dans n'importe quel pays au monde qui possède la technologie. Et il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de pays du Sud qui peuvent fabriquer ces vaccins et qui permettraient d'augmenter l'accès à la vaccination. Donc vous demandez ce matin au gouvernement français de participer à cette levée des brevets. Oui, mais là, pour le coup, je pense que le gouvernement français est déjà engagé dans cette dynamique-là. Il faut l'amplifier, il faut vraiment être moteur. Parce qu'en fait, on ne vit pas isolé dans le monde. On est entouré de nombreux pays. Et ce n'est pas parce que dans un pays, on pourra maîtriser la dynamique de l'épidémie que on aura gagné la victoire sur le virus. On est vraiment dans un monde qui est globalisé et il faut agir tous ensemble. Alors sur les vaccins, nous allons développer, Karine Lacombe, mais j'ai une question simple. Est-ce que bientôt nous allons nous passer de masques à l'extérieur? Je dis bien à l'extérieur. Je pense que d'ici la fin de l'année, si on est victorieux en termes de contrôle du virus, avec les mesures barrières, avec la responsabilité individuelle et qu'on a considérablement augmenté l'accès à la vaccination avec une très large partie de la population française vaccinée, oui, on devrait pouvoir enlever les masques à l'extérieur, absolument. Et d'ailleurs, c'est déjà le cas dans certaines régions de France où le taux d'incidence est très bas. Oui, quand le taux d'incidence est très bas, on peut se passer de masque à l'extérieur. Bien sûr, absolument. Hein? Bien sûr. Sans hésiter. Sans hésiter. On se promène en forêt, on se promène même sur la plage, etc. Pas besoin de masque. Absolument. Karine Lacombe. Bon, Karine Lacombe, parlons de la vaccination. 90% de la population adulte doit être vaccinée pour qu'on puisse abandonner les gestes barrières. J'ai vu la modélisation de l'Institut Pasteur, absolument. Exactement. Alors, il faut encourager cette vaccination. Comment l'encourager? J'ai vu cette nouvelle étude qui vient d'Israël, vous l'avez vu, sur l'efficacité du vaccin Pfizer-BioNTech à 95% de protection. Donc alors c'est vrai que maintenant, ce qui est très intéressant avec les vaccins, c'est qu'au-delà des essais thérapeutiques, avec quelques dizaines de milliers de personnes, on a maintenant des résultats de l'efficacité de ces vaccins en population générale. Donc, effectivement, vous disiez Pfizer en Israël, mais on a également AstraZeneca en Angleterre. Beaucoup plus proche de nous, AstraZeneca en Angleterre, eh bien les Anglais, qui sont très fortement vaccinés, sont retournés à une vie quasi normale. Donc grâce à AstraZeneca. Grâce à AstraZeneca, dont on dit le plus grand mal, parce qu'il y a eu une communication, je pense, plutôt défaillante et extrêmement anxiogène sur ses effets secondaires graves, mais extrêmement rares. Erreur de suspendre la vaccination avec AstraZeneca, erreur du président de la République. Karine Lacombe. Je pense que c'est difficile sous la pression médiatique avec un vaccin
Un président de la se dire, République ne on doit pas continue, on subir la continue. pression médiatique. Alors Karine non, Lacombe. la pression médiatique, mais de la population, c'est aussi une histoire de confiance, de gagner la confiance de la population à qui on va proposer le vaccin. Donc une suspension de 48 heures, ça c'est une chose. Mais ensuite de dire on ne donne pas le vaccin aux personnes qui ont moins de 55 ans, là pour le coup... C'est une erreur. Ah oui, maintenant on sait que c'est une erreur. En Allemagne, on donne le vaccin AstraZeneca à tout le monde. Exactement, donc effectivement. Alors il y a encore quelques pays qui ont décidé de se passer d'AstraZeneca, mais parce qu'ils ont une stratégie vaccinale qui est différente, ils ont plus de vaccins d'un autre type, et c'est à chaque fois des pays qui ont une petite population, mais nous qui avons une population très importante, se passer d'AstraZeneca dans la stratégie vaccinale, ça pour le coup, c'est un vrai problème. Alors est-ce qu'il faut ouvrir la vaccination à tous les âges. AstraZeneca à tout le monde? Bien sûr. Est-ce qu'aujourd'hui il faut y aller et ouvrir à tout le monde? Alors, sauf les enfants et les adolescents, ça on peut en reparler, mais à partir de 18 ans, absolument. Ce d'autant que les quelques cas de thrombose très particulières qui ont été rapportés le sont maintenant rapportés même chez certaines personnes de plus de 55 ans. Mais je le redis, c'est un événement qui est extrêmement, extrêmement rare et que comme tout médicament, comme tout procédé médical, il peut y avoir des effets secondaires. Il faut savoir prendre ce risque-là quand l'intérêt de santé publique est supérieur. Même chose pour Johnson & Johnson, qui est un vaccin semblable à AstraZeneca. Exactement, c'est le même procédé vaccinal, un vecteur viral, et il y a des risques de thrombose. Alors, il faut savoir que de toute façon, ces fameux cas de thrombose, on en a dans la population générale, avec un taux qui est assez élevé, c'est quelque chose que l'on connaît. Et maintenant qu'on connaît cet effet secondaire exceptionnel d'AstraZeneca, on peut prévenir les personnes que l'on vaccine parce qu'il y a des signes avant-coureurs et puis surtout, sur le plan médical, on sait beaucoup, beaucoup mieux le prendre en charge. Donc vous dites ce matin, il faut y aller. Il faut ouvrir AstraZeneca à tout le monde. Tout à fait. Tous les plus de 18 ans. Absolument. Il faut lever nos freins cognitifs pour l'accès à cette vaccination. Bien. Karine Lacombe, les États-Unis pourraient autoriser dès la semaine prochaine la vaccination des adolescents à partir de 12 ans. D'ailleurs, le Canada a autorisé cette vaccination avec le vaccin Pfizer-BioNTech. Est-ce qu'en France, alors je sais que l'Europe est en train d'y réfléchir, d'y travailler, et rapidement pourrait étendre l'autorisation de la vaccination aux moins de 18 ans, jusqu'à 12 ans. Est-ce qu'il faut en France aussi qu'on aille dans cette direction? Absolument, bien sûr. Là, on va changer de paradigme. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on avait une dose qui était assez limitée de vaccins, donc on a voulu protéger les plus fragiles d'entre nous. On sait maintenant que non seulement les vaccins préviennent les formes graves, mais également préviennent la transmission du virus. C'était des données qu'on n'avait pas en janvier. Le vaccin préserve la transmission. Absolument. Nous préserve du virus. Nous préserve du virus. Tout à fait. Et nous préservons vaccinés ceux que nous côtoyons. Absolument. Donc c'est vraiment, ça va vraiment permettre de couper la chaîne de transmission du virus. Et donc dans ce cadre-là, il faut qu'on change de paradigme, c'est-à-dire qu'on ne va pas simplement protéger les plus faibles, mais on va protéger même ceux qui sont les plus vecteurs de la transmission, et en particulier les adolescents. Donc on attendait les résultats des essais thérapeutiques du vaccin Pfizer qui ont été publiés et qui montrent une efficacité et une très bonne tolérance. Et donc bien sûr, il va falloir ouvrir dès 12 ans pour les 12-18 ans la vaccination. Et j'espère que ça sera le cas au plus tard à la rentrée et si possible dès cet été. Alors les ados d'ailleurs sont plus réceptifs au vaccin puisque les premiers essais montrent une efficacité à 100%. Absolument. De Pfizer-BioNTech sur les 12-16 ans. Bien sûr, ça c'est aussi quelque chose qui était attendu. Plus on est jeune, meilleur est notre système immunitaire et donc plus facilement on fabrique d'anticorps. Alors que les personnes âgées, eh bien elles fabriquent moins facilement les anticorps. Donc peut-être même que les plus jeunes n'auront besoin que d'une injection. Pour l'instant, c'est 2 qui ont été testés, mais peut-être qu'à terme, ce sera une injection. Est-ce que l'extension de la vaccination aux plus jeunes est une solution pour atteindre l'immunité collective? Ah bah c'est la seule solution. Évidemment, c'est la seule solution. Il faut absolument élever les réticences. Bien sûr. Un vaccin n'est pas plus dangereux sur un ado de 15 ans que sur une femme ou un homme de 50 ans. Absolument. Bon. Et que dites-vous à toutes celles et ceux qui ne veulent pas de la vaccination? Les réticences sont encore fortes. J'avais Nicolas Dupont-Aignan, qui était à votre place mardi matin et qui m'a dit « Moi, je veux pas me faire vacciner. J'ai mes raisons personnelles, je veux pas. » Et en général, on n'arrive jamais vraiment à savoir ces raisons personnelles. Je pense qu'il faut vraiment en discuter avec son médecin traitant. Et par exemple, moi-même qui consulte à l'hôpital Saint-Antoine, j'ai eu comme ça hier une de mes patientes qui était extrêmement réticente et j'ai pris le temps. Habituellement, mes consultations font 20-25 minutes. J'ai passé 3 quarts d'heure avec cette patiente et j'ai discuté avec elle et
après la consultation, elle a accepté d'aller se faire vacciner immédiatement dans le bureau d'à côté. Donc vous voyez que c'est vraiment, quand on apporte des arguments en face à face, comme on est actuellement, et qu'on donne des arguments basés sur le fait scientifique, et qu'on fait appel également à la projection à l'altruisme de chacun, On se protège soi-même, mais on protège également les autres. Eh bien, tout le monde, quand on explique bien les choses posément, peut être sensible à ces arguments-là. Et on aide celles et ceux qui travaillent dans les hôpitaux. Et on aide se celles et faisant ceux vacciner. Oui, bien sûr, mais on s'aide tous, collectivement. C'est une solidarité. Oui. Absolument, parce que c'est une bataille collective contre le virus et la pandémie. Mais Karine Lacombe, le pass sanitaire. Alors, le pass sanitaire, il y a différentes... Bon, ça va permettre une libre circulation, ça va permettre une levée de couvre-feu, ce qui est bien. Hein, est-ce qu'il faut, je ne sais pas moi, est-ce qu'il faut privilégier ceux qui sont vaccinés ? C'est un vaste débat. Attention, le pass sanitaire, ça ne veut pas dire on va privilégier ceux qui sont vaccinés. On va privilégier ceux qui sont immunisés. Donc, soit on a fait la maladie, soit on est vacciné, ou ceux qui sont négatifs pour le virus. Donc on a un résultat très récent d'un test PCR. Donc voilà, donc c'est ça le pass sanitaire. Et moi je pense que c'est une bonne chose. Je pense que c'est une bonne chose parce que il ne faut pas croire que c'est une limitation de nos libertés individuelles. Ce qui est une limitation de nos libertés individuelles, c'est de continuer à vivre avec des mesures de freinage telles qu'elles sont actuellement. Donc non, effectivement, le pass sanitaire, c'est plutôt retrouver une certaine liberté d'action. Mais certains qui sont vaccinés disent mais pourquoi est-ce que je dois encore porter le masque ? Pourquoi est-ce que je dois encore respecter des distances dans l'espace public ? Pourquoi est-ce que je dois encore observer le couvre-feu ? Bien parce qu'actuellement, on n'est pas assez à être immunisé, que ce soit par la maladie ou par la vaccination, et que le virus circule encore de façon trop intense. Et donc, on ne constitue pas encore un barrage assez fort à la circulation du virus. Est-ce que vous avez vu que dans plusieurs pays dans le monde, pour pousser la population à la vaccination, on fait des cadeaux ? Parfois, on offre une bière. Parfois, on offre un petit chèque. Absolument. Parfois, vous avez vu cela ? C'est une solution. Ah oui, c'est une solution en fait qu'on utilise fréquemment dans d'autres maladies. Ah bon ? Quand on veut, par exemple, inciter au dépistage, en particulier pour les populations qui sont les plus rétives. Par exemple, on l'a utilisé pour le dépistage de l'hépatite C, le dépistage du VIH. Qu'est-ce qu'on pourrait faire, par exemple, en France ? Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Eh bien, des mesures, peut-être, je ne sais pas. Alors, des mesures financières, ça semble un peu compliqué, mais pourquoi pas, après tout, se dire qu'on a une espèce de petite allocation qui pourrait être attribuée à chaque personne vaccinée avec un schéma vaccinal complet. C'est des mesures qui peuvent être imaginées, oui. Oui, qui peuvent être imaginées. J'ai vu que l'Autriche, pour inciter à la vaccination, dit à sa population qu'il n'y aura plus de restrictions 21 jours après la première injection. C'est-à-dire que les personnes, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, pourront vivre normalement 21 jours après la première injection. Alors c'est vrai que ça dépend des vaccins, mais avec certains vaccins, comme le vaccin Moderna, au bout de 21 jours, on acquiert déjà quasi 90% de protection. Donc c'est une proposition qui peut être intéressante, mais là aussi, ça ne peut être effectif que dans une population où l'incidence est très basse, ce qui n'est pas encore le cas chez nous. Alors il y a une population qui est très vaccinée, c'est la population des EHPAD, les résidents des EHPAD. Oui. Pourquoi est-ce qu'on ne lève pas les restrictions dans les EHPAD ? Est-ce que vous demandez, est-ce qu'on doit maintenir les restrictions dans les EHPAD ? Alors, je pense que les restrictions ont déjà été très assouplies par rapport à l'année dernière. Tout dépend des établissements. Voilà. Alors après, c'est la décision de chaque établissement, mais on peut effectivement assouplir les mesures qui ont été mises en place et qui étaient assez coercitives. Mais ceci dit, la vaccination des EHPAD a été extrêmement efficace puisque dans les hôpitaux, ce ne sont plus des personnes de plus de 80 ans vaccinées, enfin de plus de 80 ans qui arrivent, ce sont vraiment des populations beaucoup plus jeunes. 30 ans, 40 ans, 50 ans. Donc cette vaccination massive des EHPAD a vraiment porté leurs fruits. Ce qui est très intéressant, en revanche, c'est que quand on regarde la mortalité globale, on n'a pas l'impression que la mortalité globale en France a beaucoup diminué. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a encore beaucoup trop de cas avec un virus qui circule beaucoup trop pour qu'on ait un vrai impact sur la mortalité. Karine Lacombe, regardons l'avenir. Pfizer teste un comprimé à avaler, vous avez vu ça, hein, un comprimé à avaler dès les premiers symptômes. Alors, les essais sont en phase 1, je crois. Néanmoins, on peut imaginer cela un jour. Alors, attention,
Oui. Vraiment, ça, bon. c'est un coup médiatique. Ah bon, d'accord. Complètement. Bon, c'est voilà, pas le seul laboratoire et c'est pas le seul médicament qui est testé en prévention. Il y a d'autres médicaments, et en particulier en comprimés, qui ont été testés en prévention. Certains sont en phase 2 ou 3, donc bien plus avancés que le médicament de Pfizer. Et ils montrent leur efficacité ? Alors, à partir du moment où on passe de la phase 1 à la phase 2, c'est déjà que le médicament est bien toléré et que l'on commence à avoir des petits signaux, au moins dans les tubes à essai, d'efficacité. Quand on passe de la phase 2 à la phase 3, c'est que non seulement le médicament est bien toléré, mais on a trouvé la bonne dose de médicament et on commence à avoir un petit peu plus de données d'efficacité. Mais c'est vraiment la phase 3. Et je peux vous dire que cette année, beaucoup de médicaments ont été interrompus en phase 3 parce qu'au final, en population générale, ils n'ont pas montré leur efficacité. Donc voilà, c'est un coup médiatique. Oui, ce n'est pas le seul, mais c'est très encourageant parce que ça veut dire que la recherche d'un traitement de la Covid-19 est extrêmement active et ça, c'est bien. Merci, professeur Karine Lacombe, d'être venue nous voir ce Merci matin sur RMC BFM TV. Il est 8h54.